Bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Jusqu'au fond? Nickel. Alors, on a débordé un peu, on va essayer de rattraper l'agenda pour vous libérer et que vous puissiez vous restaurer. On a un planning assez chargé, on va se présenter rapidement. Donc on a Christophe Geoffrey, solution architecte chez Nutanix, notre expert DevOps maison, et maintenant aussi sur la partie IoT. On a Christophe Delaporte du groupe Compass France qui viendra faire un témoignage sur son expérience des technologies Nutanix sur un projet d'envergure chez eux. Et moi-même, Anthony Costesec, société Nutanix, solution architecte également. Et moi, je suis sur la région sud-est. Et je suis là pour vous accompagner si jamais vous avez des projets que vous souhaitez explorer avec nous. L'agenda, on va vous présenter rapidement ce que c'est Nutanix, ce qu'il y a aujourd'hui, ce que vous pouvez avoir demain et ce que Nutanix peut vous amener. On passera un temps important sur des démos, puisque le but de la journée, c'est que vous puissiez voir dans le concret ce qui se passe. Et on ira jusqu'au bout, puisqu'on fera des démos live. Ensuite, on aura le témoignage de Christophe, donc responsable de la partie infrastructure et des services chez Compass, qui fera un retour, un témoignage de son expérience. Et on terminera sur une petite démo et on vous laissera aller vous restaurer. Rapidement, Nutanix, créé en 2009. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 4000 personnes dans le monde, dont effectivement plus d'un tiers des personnes sont des développeurs. Donc on est une software company. On est là pour délivrer un logiciel adapté à vos besoins. Et donc, on vous fournit finalement une plateforme clé en main. Donc, c'est vraiment une plateforme. Vous déployez cette plateforme et vous avez l'expérience un peu de ce que vous retrouvez sur le cloud public, mais chez vous. Un portail, des services à consommer, et vous utilisez les services dont vous avez besoin. C'est plus de 10 000 clients aujourd'hui, et donc on est présent dans le monde. Ces focus, ces piliers, vous les connaissez tous. C'est ce qui fait aujourd'hui la force du cloud en tant que nouveau modèle de consommation de ressources. C'est vraiment l'idée d'avoir cette rapidité de time to market. Vous avez un besoin, une demande, immédiatement vous allez pouvoir la délivrer. En tout cas, le plus rapidement possible et le plus standardisé et prédictible possible. La façon de pouvoir faire évoluer vos infrastructures vient d'un monde assez compliqué. L'idée, c'est de rendre ça simple, sous forme de Lego que vous allez pouvoir assembler et sur lesquels vous allez pouvoir rapidement adapter les projets qui pourraient arriver de façon impromptue chez vous, sans avoir à vous projeter 7 ans à l'avance. Et bien sûr, l'ADN de Nutanix, c'est cette approche vraiment du one-click simplicité, d'avoir une expérience la plus simple et la plus épurée possible pour arriver à l'essentiel. L'innovation continue, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Le but, c'est de vous amener très rapidement de nouveaux services. Comme vous pouvez l'avoir sur une plateforme de cloud public, vous vous connectez un jour, vous avez des services, le lendemain, des nouveaux services sont arrivés. Et ce n'est pas pour ça que vous avez eu une coupure ou un arrêt de production, un arrêt de service. Ça s'est fait de façon entièrement transparente. C'est cette expérience que l'on veut vous amener. Pour illustrer un petit peu ça, de façon un peu différente de d'habitude, je voulais vous présenter finalement, à travers les évolutions des habitudes de la DSI, ce qu'on essaye de résoudre. Donc aujourd'hui, ce qu'on retrouve beaucoup chez nos clients, c'est toujours pareil, c'est centré autour des besoins des utilisateurs. Donc vos utilisateurs, que ce soit un partenaire technologique, typiquement un éditeur, sur des projets innovants aujourd'hui, sur lesquels vous allez établir un partnership, ou encore vos développeurs maison, ou encore les métiers ou les directions business chez vous qui vous sollicitent pour des nouveaux projets d'envergure, ils ont tous les mêmes besoins. Ils veulent déployer rapidement des applications, des développements qu'ils font, tester tout ça et rapidement les mettre à disposition d'utilisateurs. Donc c'est vraiment toujours les mêmes demandes. Ça va être des demandes spécifiques autour de l'application, d'un développement, et des demandes d'infrastructure. Donc typiquement de la machine virtuelle, du réseau, du stockage. On a tous ces mêmes problématiques. Vous êtes développeur, ça c'est quelque chose dont vous ne devez pas vous soucier. Vous avez juste à demander et normalement ces ressources vont vous être mises à disposition. Aujourd'hui, on retrouve cette DSI en face de vous qui malheureusement se retrouve contrainte par des mécaniques inhérentes, traditionnelles et surtout historiques de fonctionnement. Et elle se retrouve dans une situation compliquée où on retrouve cette approche de silo, dans lequel on va avoir des équipes finalement de virtualisation, des équipes réseau et sécurité, ou encore des équipes centrées sur le stockage, qui sont tous versés dans leur art. C'est vraiment tous des masters dans cette discipline, sauf que ça prend un temps important pour pouvoir mettre à disposition ce dont il y a besoin. Et donc, on traverse un cycle où on va aller solliciter chacun. En règle générale, du côté de la partie virtualisation, c'est assez souple aujourd'hui, c'est quand même flexible. Rapidement, on va mettre à disposition des machines, sauf qu'on va arriver à un moment donné
Il fallait en stigmatiser un, je suis désolé. Mais effectivement, du côté du stockage, on retrouve souvent des complexités de délivrance en fait, du besoin, mettre à disposition les ressources. Parce que de façon traditionnelle, on avait ce silo monolithique qui était capé sur un certain nombre d'années et qui amène des limites par rapport aux besoins actuels. Finalement, l'équipe, dans cette situation, dans vraiment cette approche historique, se retrouve 80% de son temps bloqué sur des tâches de maintenance, de maintenir la lumière allumée, on va dire, dans son SI, et va pouvoir ne passer que, et encore dans le meilleur des cas, 20% de son temps pour innover, pour répondre aux besoins justement de ses utilisateurs. Les utilisateurs, forcément, ne sont pas contents du service rendu à cause de cette dynamique qui est ralentie. Et donc, ce qu'on voit arriver, c'est la fuite vers le cloud. La promesse du cloud, c'est d'amener ses besoins. Donc là, on retrouve quoi? On retrouve du shadow IT. Ce n'est pas forcément un problème d'avoir ces ressources qui partent dans le cloud. Le problème, c'est de ne pas en avoir le contrôle. Aujourd'hui, sur le marché, ce qu'on retrouve sous le terme d'hyperconvergence, donc on a beaucoup aujourd'hui de collègues néanmoins compétiteurs qui vont fournir effectivement cette approche qu'on appelle hyperconvergente. Qu'est-ce qui se passe pour l'hyperconvergence? On a toujours les mêmes besoins, c'est toujours la même chose, sauf que du côté de la DSI, on s'organise différemment. On essaie de simplifier au maximum l'infrastructure, on rationalise, on amène un building block différent, cette forme de Lego qui va nous permettre d'assembler les machines et les ressources pour délivrer les ressources nécessaires, mais la core fonctionnalité reste la virtualisation. C'est-à-dire qu'on simplifie l'infrastructure, on garde comme core service la virtualisation et les machines virtuelles, on amène une simplicité dans le cycle de vie de l'infrastructure, on simplifie finalement la mise à disposition, sauf que la DSI reste toujours en frontal. Elle a toujours son socle de virtualisation, son serveur d'administration dans lequel elle provisionne des machines virtuelles. Elle reste toujours finalement en façade. Alors, on a une infrastructure software defined, beaucoup plus simple. C'est super, effectivement, ça permet de résoudre certains challenges. Nutanix a amené cette expérience, hein, on est un petit peu précurseur, on a créé finalement l'hyperconvergence, mais ça c'était il y a 4 ans. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve bloqué parce que l'utilisateur a toujours cette même expérience d'avoir la DSI en frontal. On a simplifié, la DSI a un meilleur outil, sauf qu'ils n'ont pas pu changer du côté visualisation de ce qu'ils font, du point de vue des utilisateurs, ce que ça a changé. Surtout, aujourd'hui, les besoins ont changé. Ces utilisateurs ne demandent plus que des machines. À l'époque, c'était une machine virtuelle, etc. Aujourd'hui, c'est des containers, c'est de l'automatisation, c'est un catalogue de services, c'est un portail self-service de pouvoir provisionner. En fait, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans le cloud, c'est cette expérience. Donc, ça finit toujours de la même façon. Ça reste lent, c'est toujours une expérience. Alors on a simplifié pour les administrateurs, mais du point de vue des utilisateurs, ça ne change pas, et ça part toujours vers le cloud. Nutanix, en fait, notre idée, c'est quoi? C'est d'essayer de résoudre cette difficulté, ce paradigme que rencontrait la DSI, et surtout d'améliorer votre expérience de consommation de ressources, c'est finalement de retrouver ce que vous avez dans le cloud public, mais cette fois de le retrouver dans votre DSI. Votre DSI vous mettra à disposition le même type d'outils, de portail self-service. Et cette fois, la virtualisation pour nous n'est pas un core service, mais fait partie d'un catalogue de services qu'on met à disposition, que vous allez pouvoir activer ou désactiver en fonction de vos besoins. Donc en façade de cette simplification, de ces Lego de ressources, on va vous mettre à disposition de la virtualisation, de la containerisation qu'on appelle Carbone aujourd'hui, qui est du Kubernetes, que Christophe vous présentera. On retrouve de la même façon, au même niveau, du NAS, pouvoir provisionner du CIFS, du SMB, du NFS, pouvoir faire de l'automatisation, pouvoir faire du stockage objet, que l'on appelle bucket. Tous ces services-là sont disponibles. Il vous suffit juste en fait, de les activer. Vous n'avez pas à les installer. Ce n'est pas une liste de prérequis avec installer ça, déployer ça, etc. C'est juste une case à cocher. Ça, c'est masqué pour vous. Ce qu'on va vous mettre en façade, en fait, c'est cette expérience unifiée d'un portail simple. Pas de plugin à installer, c'est de l'HTML5, c'est simple, c'est réactif. On appelle ça Prism chez nous. Prism, c'est cette console unique qui va vous donner accès à tous ces services. Que vous ayez besoin de déployer une machine virtuelle ou bien un container ou d'automatiser, ou encore de consommer du NAS ou du stockage objet pour vos applications, ça sera toujours ce même portail. Et là, la DSI, elle a le contrôle de ce qu'elle vous met à disposition. Elle garde la maîtrise, et la maîtrise et le contrôle n'excluent pas l'autonomie pour vous, pour vos usages. Donc on vous met à disposition ces services, on met à disposition un portail self-service si vous n'en avez pas encore chez vous, on met à disposition la possibilité de consommer finalement cette infrastructure en API, puisque c'est une API first pour notre plateforme. Et donc aujourd'hui, si vous avez des pratiques DevOps, du CI/CD, on viendra s'intégrer de façon naturelle dans votre pipeline DevOps. Et typiquement, on vous montrera avec la démo
comment, à travers Jenkins, vous pourrez aller chercher notre plugin et venir consommer immédiatement ce que la DSI vous aura mis à disposition. Le cloud est important. Adrien le soulignait avec Ludo juste dans la session précédente. Le cloud est important dans le sens où il résout des problématiques de type élasticité, pouvoir provisionner sur un besoin qui va pouvoir être décommissionné dans la volée et ne payer qu'à l'usage. Vous ne pourrez pas retrouver cette vélocité en local. Donc il y a besoin de cette approche multi-cloud ou encore hybride qui va vous permettre finalement de tirer parti du meilleur de tous les environnements et toutes les plateformes. Et comme le disait Adrien, le but, ce n'est pas de vous loquer sur un cloud public, c'est de vous laisser le choix du cloud public et la réversibilité de pouvoir changer en fonction des besoins. Donc on appelle ça chez nous effectivement le multi-cloud ou encore l'hybride. Et à travers notre plateforme, vous pourrez venir rattacher vos souscriptions du cloud et venir consommer ces services et déployer sur ces différentes plateformes. Et ça, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, ça permet à l'équipe, à la DSI, de se retrouver en fait maître de ce qui se passe, d'avoir un environnement unique, de reprendre la main sur les souscriptions du cloud public et de mettre à disposition une expérience qui permet de satisfaire les utilisateurs. Cette équipe se retrouve finalement non plus en face, en point bloquant, en goulot d'étranglement des équipes de développement, mais elle leur permet de pouvoir s'exprimer et eux de passer du temps sur de l'innovation. C'est vraiment ça qu'on essaye d'amener dans notre plateforme. Finalement, on appelle ça chez nous l'Enterprise Cloud ou Cloud d'entreprise, et c'est donc une stack qui repose sur ces différentes couches qui forment une approche et une plateforme unique. Donc ce n'est pas une constellation d'outils à déployer, mais bien finalement une seule et unique plateforme qui sera maintenue facilement dans le temps. Déployer, c'est bien. Certaines solutions permettent de faire des choses intéressantes. Ça se déploie dans une certaine complexité et surtout, ça s'évite d'être mis à jour. Notre idée, c'est de rendre la mise à jour beaucoup plus simple, intuitive et surtout prédictible. Finalement, qu'est-ce qui fait le succès pour l'adoption de Nutanix? Qu'est-ce que nos utilisateurs retiennent et souhaitent explorer quand on leur présente notre solution? C'est notre hyperviseur maison. Un hyperviseur qui est finalement la même approche qu'on retrouve chez un Amazon ou encore chez un Google et sur une partie d'Azure également. Un KVM qui a été modifié, adapté pour les besoins du cloud, pour lui amener finalement les fonctionnalités entreprises qui lui manquent. Typiquement le achat, l'équilibrage de ressources, toutes ces features-là qui lui manquent ont été ajoutées. Et donc on appelle ça chez nous AHV. Mais le but, c'est qu'il soit complètement masqué, que vous n'ayez pas à vous préoccuper de quoi que ce soit. Il est là, c'est au même niveau que la création de containers, vous avez l'hyperviseur. Nos utilisateurs aiment beaucoup aussi cette approche autour de l'automatisation. Aujourd'hui, il y a besoin d'automatiser. Avoir un outil qui soit simple de prise en main et qui permette de rapidement avoir du concret, rapidement quelque chose qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle CALM chez nous, pour Cloud Application Lifecycle Management. On a introduit, il a traversé certaines itérations, on appelle ça Carbone. C'est l'intégration tout simplement de Kubernetes dans la plateforme. On prend en charge la partie master, vous avez juste à spécifier le nombre de workers que vous voulez déployer, et c'est Nutanix, à travers Prism, qui va déployer ça. C'est Christophe qui vous le montrera juste après. L'idée, c'est de partir sur une release mainstream, on n'a rien modifié, vous serez à jour, et vous aurez juste à faire un one-click upgrade pour passer sur les nouvelles versions de Kubernetes quand elles seront disponibles. Pour finir, on ne le pensait pas, mais il y a vraiment une demande autour de l'IoT, et tout ce qui va être edge computing et du coup traitement au plus proche de la donnée qui se retrouve dispersée à travers le monde, ou en tout cas à travers vos sites distants. On ne le pensait pas, mais il y a vraiment une demande importante et on est effectivement heureux de pouvoir fournir cette plateforme qui simplifie dans cette même approche de simplicité et de rendre les infrastructures invisibles, de rendre le socle IoT invisible et de vous permettre de vous concentrer sur vos développements et le déploiement de vos applications IoT. Finalement, Nutanix, c'est quoi? C'est toute une aventure parce que tout ce qu'on va vous présenter, c'est pas vous allez le faire de la première journée. C'est à travers finalement une aventure qu'on va faire ensemble, puisqu'on devient un partenaire technologique. On n'est pas là juste pour vous vendre une plateforme, vous vendre cette plateforme, vous l'allumez et c'est terminé. On est là pour vous accompagner, travailler ensemble en tant que vraiment un partenaire technologique. Ça commence par la modernisation de vos data centers. Ça va basculer sur une approche beaucoup plus robuste de déploiement de vos applications critiques. Une fois que vous serez habitué, vous aurez pris confiance, vous pourrez passer le step supérieur. Ensuite, on va partir sur tout ce qui sera cloud native, tout ce qui sera application microservices, tout ce qui sera containerisation, mais sans avoir à chaque fois, dans chaque étape de cette aventure, de devoir tout recasser. Vous capitaliserez sur l'investissement initial et vous activerez petit à petit des services. Pour finir, on arrivera sur cette approche multi-cloud où vous pourrez venir fédérer différents environnements pour vous simplifier les déploiements et le maintien du cycle de vie de toutes vos applications. Pour terminer, ce qui est très important pour nous, c'est la liberté. C'est vous laisser le choix.
Vous laissez le choix autant du côté de l'hyperviseur que vous souhaitez déployer sur la plateforme, que du côté du matériel avec les éditeurs constructeurs que vous avez l'habitude de travailler. Vous pourrez travailler toujours avec eux, vous pourrez déployer notre logiciel sur n'importe quel type de matériel, ou encore le choix du cloud qui va vous permettre d'avoir cette réversibilité et ce choix des services. Consommer certains services dans un cloud, d'autres services dans un autre cloud, et changer du jour au lendemain en fonction des besoins. Je vais maintenant passer la main à Christophe pour l'aspect démo, l'aspect le plus intéressant. Merci Anthony. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, c'est vrai qu'Anthony vous a présenté globalement la plateforme qu'on est capable de vous proposer aujourd'hui. Ce que je vais faire, je vais prendre quelques cas d'usage de ce que représente un petit peu l'environnement Nutanix. Alors déjà, ce qu'Anthony vous disait, c'est qu'aujourd'hui, une expérience Nutanix, ça va être déjà une plateforme qui va être complètement unifiée. Ce que vous avez sous les yeux, c'est notre interface d'administration Prism qui va permettre de travailler à tous les niveaux de votre architecture. Des niveaux les plus bas, la partie matérielle, vous allez voir vos serveurs, votre stockage, remonter dans les couches. L'hyperviseur, on va essayer de le rendre le plus invisible possible, le plus transparent. Être capable de consommer de la machine virtuelle, des choses très simples. J'ai besoin d'une machine virtuelle. Je vais aller dans l'explorateur de ressources, je vais cliquer sur VM, je vais demander à créer une VM. Ça se fait extrêmement simple. Vous avez quelques questions comme le nom, la taille de la VM, les ressources pointées sur un disque, la carte réseau, la personnaliser. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement rapide. Je la clique, ça se déploie, on la consomme. C'est vraiment cette expérience, cette agilité qu'on souhaite apporter. Alors une VM, vous allez me dire, c'est simple à créer. On va être aussi capable d'aller plus loin, de créer des objets qui vont être souvent plus complexes à piloter. Anthony parlait tout à l'heure des environnements Kubernetes. On essaye de proposer une expérience aussi native pour l'hébergement des containers à travers un support natif de Kubernetes. Et donc, on va avoir une fonctionnalité qui s'appelle Carbon et qui va permettre de créer, à la demande, des clusters Kubernetes supplémentaires. Alors, j'en ai créé un parce que ça va prendre quelques dizaines de minutes, donc j'ai pris un petit peu d'avance. Mais l'idée, c'est de travailler aussi, encore une fois, à travers un wizard, un petit peu comme la VM, où on va demander, je veux un nouveau cluster. Donc on a été invité par Triptych, par exemple. Donc je vais mettre le nom du cluster, je vais l'appeler Triptych. On va choisir entre différentes versions de Kubernetes, choisir le type d'OS qu'on voudra en dessous. C'est relativement transparent, mais il y a des gens pour qui ça peut être important. Ensuite, voir la taille des workers, la taille du master, la configuration de la partie etcd, des choix sur la partie réseau, quel est le back-end, quel est le type de plugin CNI qu'on veut, du Flannel, du Calico. La même chose sur la partie stockage. On a un support natif de la partie CSI où on pourra venir complètement stocker nos données de manière persistante sur la plateforme sous-jacente, qu'on soit en mode bloc ou qu'on soit en mode fichier. Donc même faire du multi-write, c'est des choses qui seront possibles sur ce genre de plateforme. Une fois qu'on a répondu à ces questions, relativement simples, on demande la création. Et après quelques minutes, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un cluster comme ça qui va apparaître. On pourra cliquer dessus, voir un petit peu les différentes ressources que l'on a demandé de configurer, voir la storage class qui a aussi été déployée, une storage class par défaut. On pourra en enrichir plusieurs si on veut faire des classes de service. Déployer aussi des add-ons. Ce qui va être important, c'est qu'on ne va pas juste déployer un Kubernetes, on va être capable de proposer tout ce qui va être nécessaire à faire de la production. Comment je log, comment je monitore, les métriques, la partie stockage, la partie réseau, tout sera auto-déployé et surtout tout sera géré nativement par la plateforme Nutanix. Si on a besoin de faire des mises à jour, si on a besoin d'avoir du support, il y aura toujours un point d'entrée qui sera Nutanix dans ces cas-là. Alors on va essayer de l'utiliser un petit peu ce cluster. Le cluster s'appelle Carbon 1, comme vous le voyez ici. Chose extrêmement simple, on clique sur le cluster et il suffit de récupérer le fichier kubeconfig. Ça, c'est l'expérience relativement traditionnelle. Je vais l'installer sur mon environnement en dessous et je vais vous montrer tout de suite que j'ai un cluster qui répond, donc un cluster Kubernetes. Et si je regarde rapidement les différents nœuds qui sont installés dessus, je vois que j'ai 4 nœuds qui s'appellent bien Carbon 1. C'est les nœuds qui ont été déployés. Alors, après, l'utilisation va être relativement traditionnelle. Vous travaillez avec les API Kubernetes. Si je veux déployer quelque chose de très simple, un petit serveur Nginx, c'est un déploiement, on va le faire rapidement. Je passe des commandes Kubernetes classiques et au bout de quelques secondes, si je regarde l'état de mon cluster, je vais me retrouver avec des containers qui vont commencer à être déployés. Et pourquoi pas, je vois que j'ai même un service load balancer associé. Je vais juste me rendre dessus et je vois que mon Kubernetes a bien été déployé sur ce nouveau service. Donc voilà, l'expérience, elle va toujours être extrêmement fluide, extrêmement souple. Test. Pas comme le passage de son. Christophe, ce que je me rends compte, c'est que finalement, sur cette même interface, j'ai pu provisionner des VM, quel que soit l'hyperviseur, parce que c'est la même expérience, ou encore des containers, une plateforme complète de containerisation. Exactement. Alors, ces deux exemples de ressources, on a vu aujourd'hui, on veut proposer une plateforme de service complète. Je vous ai présenté aujourd'hui les VM, c'est l'objet classique qu'on va être capable de manipuler. Les conteneurs, parce qu'aujourd'hui on est sur un événement DevOps et donc c'est des choses qui sont aussi relativement demandées, mais on va être capable d'aller plus loin. On propose aussi un catalogue de services qui va être intégré dans la plateforme
à travers notre produit d'automatisation où on aura par défaut des templates de services. Vous voulez par exemple déployer un cluster Hadoop ou un environnement Jenkins, on peut en quelques clics demander le déploiement, ou vous allez être aussi capable de créer vos propres blueprints. Donc les blueprints, c'est un peu une recette applicative, c'est comment je déploie une application complexe, et c'est quelque chose que vous allez complètement modéliser graphiquement. Donc là, Christophe, que je comprenne bien, tu étais sur le cluster Kubernetes, Carbone. Là, tu viens de changer d'onglet, hein, c'est ça, Calme. Exactement, on passe dans la partie automatisation. D'accord. Et là, j'ai un outil, un self-service portal, un outil d'automatisation. Exactement, un portail, une marketplace où on va pouvoir consommer, surtout mettre à disposition les utilisateurs des applications. Et on va surtout être capable aussi de venir construire ses propres blueprints. Alors, on en a préparé un pour la démo, je vais le lancer tout de suite. Il prend à peu près 5 minutes à se déployer. On va l'appeler Triptyque aussi, vu que c'est notre hôte. Et je vais vous l'expliquer un petit peu après. Donc là, c'est un blueprint qui a été préparé. Je vais vous montrer juste après comment ces blueprints se préparent. Mais l'idée, c'est qu'on a mis toute l'intelligence que vous aviez, vous, d'une application que vous connaissiez dans ce blueprint-là. Quels sont les composants dont j'ai besoin? Qu'est-ce que je vais faire pour la configurer? Comment je vais la déployer? Les problématiques réseau, les problématiques de sécurité. Tout va être intégré dans ce blueprint-là. Et ensuite, ce blueprint, il va être portable. On va être capable de le déployer plusieurs fois de manière itérative. On va être capable de le modifier, de le relancer, de le proposer à d'autres collègues, de l'échanger. Donc, c'est des choses qui vont être relativement souples. Et que je comprenne bien, là, tu es un peu tous les profils, toutes les casquettes. Ça, c'est quoi? C'est l'expérience de l'admin ou de l'utilisateur final? Alors, là, on est sur une expérience qui va être plus admin, parce que je suis en train de vous montrer ce blueprint-là. L'utilisateur final, lui, va travailler vraiment dans la marketplace, où il va être capable de consommer un petit peu quand vous voulez acheter une application sur votre téléphone, une application spécifique en fonction des droits que lui aura donné l'administrateur. Alors, je vais vous montrer un petit peu ces blueprints dans le détail. Aujourd'hui, le blueprint que je déploie, c'est un blueprint qui est un mélange de types de services qu'on est capable de gérer. Donc, on va avoir une VM dans un premier temps, qui va être une VM base de données avec un MongoDB qui va être installé dedans. Ensuite, on va avoir un pod, un environnement de container qui va être lancé sur mon fameux cluster Carbone 1, mon cluster Kubernetes Carbone 1, et qui va reprendre un déploiement particulier avec un certain nombre de containers. Donc on voit qu'on peut graphiquement préciser tout ce qu'on attend de l'environnement. Pour les gens qui préfèrent de le faire de manière un peu plus textuelle, on est capable de remettre des dumps complets de l'API Kubernetes et de les intégrer dans le produit en intégrant dedans des variables. Et ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement puissant. Dans l'ensemble des éléments scriptés qu'on va manipuler, que ce soit des API Kubernetes, où on verra tout à l'heure ne serait-ce que des scripts de configuration basiques en Shell, en PowerShell, ou des appels à des environnements type Ansible, Puppet Chef, etc., on pourra intégrer des macros. Et à tout moment, quand on voit des sigles comme ça, arrobas, avec un nom derrière, on va chercher une variable qui peut venir de l'environnement. Typiquement, là, j'ai le nom de l'application, le fameux triptyque que j'ai utilisé lors du déploiement, je pourrais le récupérer comme ça. Mais je peux aussi récupérer des informations qui viennent d'autres environnements. Là, j'ai un mongo.adresse. L'idée, c'est qu'une fois que mon serveur Mongo sera déployé dans la machine virtuelle, automatiquement, je serai capable de récupérer l'adresse et d'exécuter le script suivant. Et toutes les dépendances seront gérées comme ça, en fonction des demandes au niveau des environnements. Donc finalement, je n'ai rien à apprendre. J'ai déjà mes scripts, j'ai fait un peu de batch, j'ai du PowerShell, je peux tout réutiliser. Si je reprends l'approche classique de la machine virtuelle, on va avoir des scripts d'installation qui vont être extrêmement simples. Si je prends le script d'installation, c'est des commandes shell qui vont être passées à l'environnement. On va juste être capable de rajouter comme ça des métriques. On peut les copier-coller depuis des choses existantes. On peut les taper directement dans l'éditeur syntaxique qui est intégré dans le produit. Et ensuite, on va comme ça enrichir l'expérience de ce qu'on veut faire, réutiliser au maximum. Si vous avez d'autres produits, des CLI, si vous utilisez Ansible, des choses comme ça, on peut aussi les appeler directement. Ça ne pose pas de souci. On va regarder un petit peu derrière ce qui se passe, voir où on en est. Je vois que j'ai des choses qui ont commencé à grossir dans mon cluster Kubernetes. Je vois que tout à l'heure, j'avais mes deux environnements Nginx. Là, je vois deux nouveaux pods qui sont apparus. Je vois un nouveau service qui est en train de se lancer. C'est en train d'arriver. On est dans une phase de déploiement de la nouvelle application que j'ai demandée. Et je peux aller monitorer tout ça parce que j'ai un contrôle permanent sur ce qui est en train de se passer. Donc, mon application, elle est dans un état provisioning. Je suis capable d'aller voir exactement dans chacune des étapes où j'en suis. Donc je vois que j'ai un déroulé comme ça qui est extrêmement schedulé à droite avec des codes couleurs. Vert, ça se passe bien. Bleu, c'est en cours, c'est en train de tourner. Rouge, on a un problème et donc on sera capable de se focuser sur ce problème-là. Mais dans tous les cas, on va être capable de dérouler, par exemple, différents services. Je veux voir le package install de mon serveur MongoDB. Je suis capable de revoir le script qui a été appelé avec cette fois-ci les macros qui ont été remplacés correctement, ou voir aussi en temps réel tous les retours de l'ensemble des éléments que je vais avoir lancés.
Là, c'est le script, tous les codes sortis du script, je suis capable de voir ce qui s'est passé. Si j'avais du debugging à faire, bah, c'est simple, hein, je vais en bas, je verrai que la dernière commande, elle a été en erreur, je prends le code retour, j'essaye de comprendre et je viens modifier mon blueprint en conséquence. Donc là, si je comprends bien, mon développeur, il vient de provisionner son service, il est dans cette console, il voit tout ça se dérouler. Oui. C'est vert, c'est super, il peut vérifier que tout ce qu'il a voulu faire se fait correctement. Maintenant, c'est rouge. Il peut directement, à partir de là, savoir ce qui s'est passé. Bah, directement dans la console, il verra, comme s'il avait été en interactif sur un environnement, la dernière erreur, elle est sortie avec un code d'erreur, il prend le message, vu que c'est son application, il va le comprendre facilement, et donc il sera capable de corriger en conséquence le blueprint. OK. Alors, on a fait quelques interactions supplémentaires dans ce blueprint-là, juste pour terminer l'explication. On avait vu qu'il y avait un troisième type de service qui était un service externe, où on va venir intégrer aussi tout ce qui va être interaction avec l'extérieur. C'est bien quand on déploie une application, d'installer l'application, de la configurer, mais on va être aussi capable de voir, je vais configurer un DNS externe, je vais régler un load balancer, je vais intégrer la nouvelle application dans un système de monitoring, et une fois que c'est terminé, je vais notifier l'utilisateur via Slack. Donc on pourra créer comme ça des modules à chaque fois, avec un petit langage de scripting intégré qui est basé sur du Python, qui permettra d'appeler des éléments externes. Et une fois que l'application elle va être complètement terminée de déployer, là j'avais une notification Slack par exemple qui était appelée, je vais voir que j'ai un message qui est apparu ici dans mon Slack en me disant que le serveur Triptyque, donc c'est bien le nom de l'application que j'ai demandé, vient juste d'être déployé. Je peux cliquer ici pour me connecter dessus, et là je vais arriver sur un site web qui s'appelle triptyque.nxlab.fr, donc nxlab.fr c'est notre nom de domaine de démo. Triptyque c'est le nom de la nouvelle application que j'ai déployée. C'est dynamique, on en a même profité pour remettre à jour l'intérieur de l'application avec un système de macros, pourquoi pas. Et donc là je vois que c'est bien l'application pour Triptyque. Triptyque participe au DevOps d'idées. Tout est à jour, tout s'est fait de manière complètement dynamique. Et cet environnement, si on regarde un petit peu comment il fonctionne, j'ai un desk public qui est configuré. Si vous prenez votre téléphone, vous verrez que cette application, vous pouvez la joindre directement sur votre téléphone. Il y a un global load balancer qui a été configuré à la volée, et je vois que j'ai exporté à l'extérieur une application Triptyque qui va pointer vers un environnement externe, vers une IP de mon environnement. Ce 215, si je reviens sur le cluster Kubernetes, je vois que c'est mon load balancer. Il est ici. Et donc, j'ai mon load balancer externe qui pointe ensuite vers le load balancer de la partie Kubernetes. Et pour terminer, on a aussi intégré l'application dans le monitoring de l'entreprise, parce que c'est important dans un contexte de production. Je vois que j'ai une nouvelle application qui est apparue dans mon tableau de bord, qui est lancée que depuis le 15 novembre, mais qui est à 100% de disponibilité, parce que l'application, elle est fonctionnelle. Donc ça, c'est vraiment le genre d'expérience qu'on va pouvoir avoir avec Nutanix. Si je reviens sur ma partie Blueprint, une fois qu'il est démarré, je vais être capable aussi d'appeler des environnements, des éléments de cycle de vie de l'application. J'ai besoin d'upgrader mon application, de la mettre à jour, de la faire grossir, etc. Je peux, dans mon Blueprint, venir intégrer des actions custom supplémentaires qui vont fonctionner de la même manière avec du scripting, etc. Et l'intérêt, c'est que là, je pourrais vous les lancer directement avec l'environnement Nutanix, mais c'est quelque chose qui va être géré souvent dans des chaînes beaucoup plus larges dans l'entreprise, quand on va créer des usines logicielles. Et je vais vous donner un exemple avec Jenkins. On pourrait prendre n'importe quel produit CI/CD du marché. Je vais prendre l'exemple de Jenkins, parce que c'est un produit relativement courant. On va être capable, alors on a un support natif par exemple dans Jenkins de Nutanix. Si vous allez dans vos plugins, vous faites une recherche dans les plugins sur la partie Nutanix, vous allez trouver un plugin Nutanix qui est déjà dispo sur votre plateforme. Vous avez juste à l'installer si vous êtes client Nutanix. Et vous allez pouvoir ensuite construire des nouveaux jobs. Alors, je vais en créer deux très rapidement. Un job de déploiement par exemple, où je voudrais déployer un nouveau blueprint. Et là, je vais être capable donc, de consommer directement dans ma partie build, la partie déployer, lancer un nouveau blueprint. Et là, ensuite, j'ai un wizard qui permet de me dire dans quel projet. Alors, le projet, c'est toute la notion de role-based access control. Ensuite, on va choisir le blueprint. Par exemple, le dernier que j'ai utilisé, c'était le Web Advanced Next Database. Je vais être capable de choisir un profil. Alors, on n'en a pas parlé, mais Calm, c'est aussi le point d'entrée au multi-cloud. On peut, au sein d'un même blueprint, consommer du Google, de l'Azure, de l'Amazon, du vSphere, de l'AHV, des conteneurs. On va vraiment être capable de mutualiser toutes les infrastructures. Donc là, j'ai un profil sur un type de provider. Si j'ai des variables d'entrée, il va me récupérer le fichier JSON que je peux populer, dans lequel je pourrais mettre des variables d'environnement spécifiques à mon environnement Jenkins, et je serai comme ça capable de lancer un élément. Alors, on va faire un petit peu plus court. On va créer un deuxième objet qui va être un objet de mise à jour plutôt. On va lancer la mise à jour de l'application que je viens de vous déployer. Et donc, je vais lancer ce blueprint-là. Donc là, finalement, mon développeur fait un commit, change de la version de l'application web. Le but, après, c'est de construire un pipeline où on va, pour un test d'une application particulière, lancer un pipeline complet qui va déployer l'application. Jenkins reprendra la main, la testera, et ensuite, une fois que c'est terminé, on viendra détruire l'environnement pour la partie test. Donc là, je vais juste lancer une action sur le blueprint existant. Donc, je vais choisir l'application Triptyque qu'on vient de déployer.
Je vais demander à la mettre à jour parce que j'avais déjà codé dans mon blueprint le script d'upgrade. Je vais récupérer les variables d'entrée. Là, je pointe sur une nouvelle image qui serait l'image du container à mettre à jour. Je vais sauver ça et je vais juste le lancer. Et là, on va voir que très rapidement, donc, on voit le job qui démarre côté Jenkins. Si je retourne sur la partie calme, je vais voir aussi que dans la partie upgrade app, au bout de quelques secondes, je vais avoir une action qui va démarrer sur cette partie-là. Et en parallèle, donc voilà, l'action est arrivée. Et si je regarde côté Kubernetes, vu qu'on va se focaliser sur l'application qui tournait en container, pour l'instant, elle est ici, triptyque, elle a été démarrée il y a à peu près 7 minutes. Et on voit qu'il y a un rolling upgrade qui commence à apparaître. On va charger les nouveaux containers. Une fois qu'ils seront disponibles, on supprimera les anciens. Et une fois que tout ça est terminé, on va être capable de notifier de nouveau l'utilisateur pour lui dire, voilà, le serveur triptyque a été mis à jour avec une nouvelle image. On va retourner dessus et on verra qu'on aura toujours la même URL, un tout nouveau site web qui a été déployé, une nouvelle mise à jour de l'application, qui là, par exemple, vous invite à participer à notre conférence dans quelques semaines à Londres, la conférence .next. Et l'idée, c'est juste de mettre à jour comme ça l'application de manière complètement dynamique. Donc, c'était une présentation rapide. Je vous invite à venir sur le stand après si vous voulez plus de détails. Et je vais rendre la main à mes collègues, en particulier à notre client qui va vous présenter ce qu'on peut faire dans un contexte un petit peu plus distribué. Parce que là, on est sur une approche décentrale, mais on a aussi des offres dans cette partie-là. Merci Christophe. Oula, faut que je m'habitue. Bonjour à tous. On approche du repas. On va parler un peu de restauration. Christophe Delaporte, donc je fais partie de Compass Group France. Et je vais vous parler de notre projet Born Express. Et d'abord, je vais commencer par vous présenter Compass. Je pense que Compass, ce n'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Vous connaissez Sodexo, vous connaissez Elior. Compass Group France, c'est le numéro 1. Compass Group dans le monde, c'est le numéro 1 mondial de la restauration collective. Donc quelques chiffres, on est présent dans 50 pays. On fait environ 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je les ai oubliés. Vous voyez tous les chiffres. On a 550 000 collaborateurs. C'est un des plus gros employeurs mondiaux aujourd'hui. En France, aujourd'hui, Compass Group, on est basé sur Marseille pour la DSI, mais le siège est à Paris. On a environ 2000 sites, 15 000 collaborateurs. Et on opère aussi bien sur le métier de la restauration collective dans les entreprises, le scolaire, le médical, mais aussi d'autres choses comme les prisons et plein d'autres activités à côté. Donc aujourd'hui, la restauration collective, en 20 ans, elle a énormément changé. La restauration collective, ce que vous connaissez, tout le monde connaît, c'est quelque chose d'austère. On avait des zones de distribution. On rentre dans une ligne, on prend son plateau et on défile. Aujourd'hui, ce que nous demandent les convives, de plus en plus, vous avez tous changé votre façon de consommer, c'est d'avoir des lieux plus conviviaux, des zones de distribution agréables. Ce n'est pas des fausses photos, je vous promets, c'est des sites qui existent, je le précise parce qu'on m'avait fait la réflexion quand j'ai préparé. La restauration collective, c'est de la restauration très orientée, restauration industrielle. On fait réchauffer du surgelé. Ce qu'on mange, ce n'est pas toujours très bon. On est un peu déçus. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers des choses qui vont vers la bistronomie. On a des demandes de fait sur place, de culture locale. Donc la restauration collective évolue énormément dans ce sens-là. Les salles de restauration étaient souvent austères. On aligne des tables, des chaises et puis on mange. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus, on va vers une restauration collective où le lieu de restauration est un lieu d'échange. On s'est dit tout ça, ça fait 20 ans que ça change. On est arrivé vers là et on arrive à un point qui n'a jamais bougé jusqu'à maintenant, c'est l'encaissement. L'encaissement, vous passez toujours devant une caissière qui tape et à la fin, vous passez votre badge pour payer. Donc chez Compass Group France, il y a eu une réflexion il y a 2 ans. On s'est dit, est-ce que c'est pas là-dessus qu'on doit travailler? Donc on a travaillé sur le projet Born Express et je vais vous passer une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est. Je vous expliquerai après les défis derrière qu'on a dû relever pour mettre en place côté infra, puisque je suis côté infra, cette solution. Alors voilà, le projet Born Express, c'est ça, c'est quelque chose qui est en cours de déploiement, qui se déploie très vite, puisqu'on a encore déployé un cette semaine et 2 la semaine dernière, de sites. Aujourd'hui, on a eu plusieurs défis à relever.
D'abord, il faut qu'on livre des restaurants très très vite. Le temps d'ouverture entre le moment où on signe et le moment où le restaurant ouvre, c'est-à-dire qu'on prend un restaurant soit qui était géré par nos concurrents, soit en interne, est très très court. Donc on est très rapide à déployer, très rapidement on doit déployer. Deuxième chose, on doit gérer tout le cycle de vie. Nos restaurants aujourd'hui sont dans toute la France, ne sont pas connectés non plus avec des lignes 100 mégas partout, hein. C'est des restaurants mais des lignes ADSL. Il faut qu'on soit capable de gérer à distance et de façon très simple tous ces restaurants et de les administrer. Aujourd'hui, l'équipe à Marseille, et donc il faut que tout ça fonctionne. Donc c'est les plus gros défis à relever qu'il a fallu mettre en œuvre. Et puis aussi, on est en pleine transformation, on parle de DevOps. Ça fait plusieurs mois, voire années, qu'on travaille sur le DevOps, sur les équipes digitales qui déploient non pas que ça, mais aussi des nouvelles applis mobiles. Et donc on a mis toute une chaîne ALM en place, qui aujourd'hui tourne. Il fallait aussi que ça s'intègre là-dedans, qu'on ne mette pas de côté Ops de nouveaux outils, qu'on remette autre chose, qu'on ne soit pas capable d'intégrer. Donc c'est des très gros défis qu'on a relevés. Et aujourd'hui, quand je vous dis on est en rollout, on déploie en moyenne entre 1,5 et 2 restaurants avec la solution depuis maintenant la rentrée. Donc c'est quelque chose qui tourne, qui est fiable et pour lequel on fait des mises à jour. Donc on a mis tout le cycle de vie. Alors je ne vous demande pas de lire tout ce qu'il y a au-dessus. C'est des beaux schémas d'Anthony puisque c'est lui qui me les a fait. C'est tout le cycle de vie qu'on a mis pour vous montrer un peu là-dedans. On s'est intégré. On s'est intégré donc sur une chaîne ALM. On avait plusieurs types de prestataires en face. On a du container, on a de la VM qu'on doit héberger sur les sites. Puisqu'on travaille avec des prestataires, on travaille avec une start-up, en l'occurrence, ça a été diffusé dans les échos hier, avec une start-up qui s'appelle Diplomatique, qui fait toute la partie inférence et donc la partie intelligence artificielle, qui aujourd'hui livre des containers, mais à côté de ça, j'ai un système d'encaissement qui est un peu vieillissant, mais je dois faire avec aujourd'hui, qui lui est sur une VM. Donc il fallait aussi gérer ça. Aujourd'hui, on a tout intégré dans une chaîne d'automatisation de A à Z, c'est-à-dire que tout vient d'un Git. On utilise Calm et ses API, ainsi que les API de Jenkins et de tous les outils, pour arriver à déployer ça dans le plus bref délai. Et déployer ça, je vous dis, de manière très industrielle. L'équipe qui gère ça, on est 4 aujourd'hui. J'ai 4 personnes qui gèrent toute l'infrastructure Compass Group France. Et sur 2006, je vous dis, c'est pas simple. Donc il fallait aussi, j'avais des contraintes budgétaires de personnes. On m'a pas dit, tu fais ça en plus et on rajoute du monde. On m'a dit, tu fais ça en plus et tu fais comme tu peux. Voilà. Donc voilà un peu le projet Compass Group France. Je sais qu'on est un peu en retard. J'ai été très vite du coup, comme ça tu auras du temps, Tony. Je ne vais pas vous détailler tout. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'apport de Nutanix, c'est une grande simplicité de mise en œuvre. On a vraiment apprécié ça avec une phase d'apprentissage très rapide des équipes. Il n'y a eu pas besoin de reformer toutes les équipes. Elles sont très vite rentrées dedans. Très vite, elles ont été capables, en étant accompagnées bien sûr, mais de commencer à prendre en main les outils et de pouvoir mettre en place ce déploiement qui aujourd'hui est stratégique dans notre métier, puisque c'est, on pense, et on est même persuadé, l'avenir pour l'encaissement. Je vous remercie de votre temps et je suis à votre disposition si vous voulez plus de détails sur la solution. Merci. Merci Christophe pour ce beau témoignage et ce challenge d'envergure. Je vous propose de voir un petit peu dans le concret maintenant ce qu'il y a derrière le déploiement d'un restaurant. Donc, très, très rapidement pour rattraper un peu le temps, notre plateforme qui va finalement permettre de simplifier, d'industrialiser et de pouvoir gérer ça de façon massive, c'est-à-dire déployer sur tous ces restaurants cette capacité de traitement en local et de permettre à un restaurant de pouvoir traiter la donnée sans avoir de dépendance particulière avec le cloud, avec des environnements externes. En cas de coupure de réseau, le site distant est autonome. Le but, c'est de pouvoir toujours le faire de façon centrale. Donc, dans cette console, on va retrouver deux types la partie infrastructure traditionnelle et la partie orientée pour les développeurs qui veulent déployer leurs applications IoT et les applications qui vont permettre, notamment à leurs partenaires sur la partie intelligence artificielle, de pouvoir déployer leur propre moteur d'inférence. Dans la partie infrastructure, on va retrouver des edge. Les edge, c'est un site distant. En l'occurrence, pour Compass, c'est un restaurant. On déploie cette capacité de traitement sur un form factor bien spécifique. Dans un restaurant, forcément, on n'est pas allé déployer un cluster 3 nœuds avec un form factor traditionnel comme on l'entend dans un data center. On est sur quelque chose de type IoT, sur un form factor pensé pour pas de clim, pensé pour ne pas faire de bruit puisqu'il y a quand même des convives et qu'on veut améliorer leur expérience. Donc ici, on retrouve tous ces déploiements qui sont gérés en centrale dont on va pouvoir faire les mises à jour dans le temps de façon entièrement centralisée. Sur chacun de ces edges, on va déclarer finalement ce qu'on appelle des data sources. Donc en l'occurrence, pour Compass, c'est des caméras. Donc on va retrouver des caméras associées à ces edges qui vont venir capturer finalement le plateau. Ça peut être tout type de data source que vous pourrez raccrocher à un edge, que ce soit de la température, que ce soit tout device IoT. Donc ici, on capture le flux. L'idée, une fois qu'on a matérialisé cette infrastructure, c'est de la mettre à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent déployer leurs applications et qu'ils puissent mettre à disposition ce dont il y a besoin. Pour que le développeur se sente bien, qu'il ait tout ce dont il a besoin, on va lui construire une bibliothèque en fait, de fonctions. Donc là, on est sur du serverless. On lui met à disposition des runtime. Pour le cas de Compass,
ils n'ont pas utilisé les runtimes qu'on leur a mis à disposition, ils ont déployé leur propre runtime avec effectivement Diplomatic. Donc on est sur un runtime d'intelligence artificielle et de deep learning spécifique qu'ils ont pu déployer facilement dans la plateforme. L'idée, c'est de vous laisser la liberté de pouvoir déployer ce dont vous avez besoin. La partie inférence, finalement, se retrouve au niveau de la reconnaissance des aliments. Et on va modéliser très facilement un pipeline où on va venir finalement capter la donnée. Donc ici, hop, je vais choisir mon projet. Et rapidement, on va avoir un menu intuitif. Donc on va dire food. Hop, on va faire très simple. Hop. Ma data source, donc on a dit que c'était des caméras qui étaient dans un restaurant. On va prendre le restaurant de Marseille, par exemple. Donc tout est sous catégorie. Hop, ici. On va venir chercher les caméras. Donc c'est de l'image. Ici. Je vais chercher mes fonctions de reconnaissance. La première chose, c'est que finalement, la caméra renvoie un flux en RAW, finalement. Et moi, ce que je veux, c'est du JPEG pour mon inférence d'intelligence artificielle. Donc, je vais faire cette transformation. C'est une fonction. Je vais faire mon inférence ici. Et je vais terminer de déposer l'inférence annotée, donc du coup, le plateau avec les aliments dessus, dans une queue MQTT pour que derrière, mon application de visualisation puisse interpréter ce qu'on aura mis à disposition. Une fois que j'ai modélisé ça, ça a été assez simple, en quelques clics. Qu'est-ce que j'ai fait? Je capture le flux d'une caméra, je fais du traitement et de la transformation dessus, dont de l'intelligence artificielle, et ensuite je mets ça à disposition de façon annotée et améliorée à une application de visualisation. L'application de visualisation, qui est une application moderne, va être déployée de la même façon très facilement. Je vais dire visualisation, hop. Je vais choisir mon projet, puisque c'est bien sûr multi-tenant, vous allez pouvoir partager ça avec vos utilisateurs. On va déployer cette application donc en étant central. On va choisir de la déployer pour l'instant que sur Marseille, mais actuellement pour Compass, elle est déployée sur tout leur site. Donc ici, on voit bien que j'ai un edge de sélectionner. Et là, je vais venir chercher. Donc là, on est sur quelque chose de complètement standardisé. C'est du container, c'est un YAML. Je vais aller chercher mon application de visualisation. Rien de particulier. Ici, je vais chercher un container dans une registry private, visualisation dans une certaine version. Je la crée. Et là, ce que je fais, c'est que je déploie cette application pour qu'elle apparaisse en fait dans chacun des restaurants. Qu'est-ce que ça représente dans un restaurant? Donc, il y a une application, je vais vous simuler en fait le comportement de détection des aliments. Donc, on va aller voir cette application. Hop, tac. Donc ça, c'est une interface qui va simuler. Donc, en fait, en bas, on a le databus dans lequel on voit les plateaux arriver, les photos en fait des plateaux. Et donc, je vais simuler ce que l'intelligence artificielle va faire sur ces plateaux. Donc, si je clique sur une image, il analyse et là, il reconnaît immédiatement les catégories. Donc, on a de la régression, on est sur une intelligence artificielle complète de deep learning dans lequel on va catégoriser, dans lequel on reconnaît finalement les aliments. Donc, on voit les desserts, etc. Et je peux le faire sur tous les plats. Donc là, c'est une intelligence artificielle supervisée. Elle a été entraînée sur tous les plats que Compass peut adresser. Là, typiquement, on voit une dosette. C'est un café, c'est une dosette qui a été reconnue. Et donc, ce qu'on remarque, c'est cette extrême rapidité de détection du plateau. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe. Et on détecte bien tous les aliments sur le plateau. Voilà. Je vais revenir à notre présentation. Hop. Tac. Voilà. Et on est arrivé au bout. J'espère qu'on ne vous a pas trop donné faim. On a essayé de rester dans les temps. On vous invite sur notre stand juste derrière à partager, à discuter autour d'un café de tous ces sujets qui pourraient se présenter chez vous, que ce soit du DevOps, de l'automatisation, de l'IoT, du edge computing, de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci à vous.